Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Conjuguer les plaisirs. Bonjour Clémence. Et bonjour Fabien, bonjour tout le monde. Comment vas-tu ? Ça va très bien, je suis heureuse de reprendre les enregistrements pour notre saison 2. Et oui, en plus aujourd'hui, c'est toi qui vas nous présenter ton texte. Oui. Je le rappelle, nous sommes, comme tu le disais, dans la saison 2, ça veut dire que l'on parle d'histoire, la grande, la petite, la nôtre, l'histoire du monde, l'histoire des civilisations. On peut la décliner énormément, cette histoire. Mais aujourd'hui, Clémence, quel type d'histoire vas-tu nous raconter ? Eh bien, je parlerai de la petite histoire soumise à la grande histoire. Waouh, belle perspective en vue pour cette émission. Je rappelle rapidement, maintenant vous nous suivez, vous le savez, mais juste pour les nouveaux arrivants, je le rappelle, nous allons commencer l'émission par un haïku, étant donné que Clémence a choisi le texte de la dictée, eh bien c'est moi qui vous donnerai le haïku. Ensuite, Clémence nous parlera du texte, de l'auteur, avec sa présentation à elle. Après, ce sera la première lecture et c'est moi qui vous la donnerai. Ensuite, la lecture lente pour que vous ayez le temps de bien écrire cette dictée. Troisième lecture à vitesse normale pour se relire. Et puis à la fin de l'émission, quelques petites notes grammaticales et orthographiques pour conclure cette demi-heure. C'est parti. Voilà, le programme est dit. Je vous donne donc ce haïku. Au nom de la guerre, l'espoir est enseveli, chercher sert à rien. Au nom de la guerre, l'espoir est enseveli, chercher sert à rien. Merci beaucoup. Éclectique et atypique de la voyelle bleue. Merci beaucoup pour ce haïku. Merci à toi. En plus, tu m'as inspiré car tu m'as donné quelques mots-clés du texte et c'est à partir de cela que j'ai écrit ce haïku. Donc ça donne un petit peu le tempo de ce que tu vas nous présenter. Mais justement, tu utilises le mot enseveli dans ton haïku et on parle aujourd'hui du livre qui s'appelle Terre et cendres de Atik Raimi et enseveli, c'est ça, tout est enseveli dans ce livre. L'espoir, les corps, les maisons et l'horizon possible d'un avenir dans ce pays en guerre, donc en Afghanistan. Comme je le disais, Terre et cendres de Atik Raimi. Je me lance. Je vais commencer par faire un tour assez rapide sur l'auteur, donc Atik Raimi, que j'ai découvert grâce à cette première lecture. Atik Raimi est d'origine afghane avec une double nationalité franco-afghane. Il vit malheureusement la guerre d'invasion soviétique en Afghanistan qui débute en 1979. En 1984, il se réfugie au Pakistan, n'ayant plus d'autre choix en fait pour survivre à cause de cette guerre. Après avoir demandé l'asile politique à la France, qui lui est accordé la même année, il obtient son doctorat en audiovisuel à la Sorbonne. Et donc, il poursuivra sa vie en France. Mais il reste rattrapé toujours par ce qui se passe dans son pays natal, puisqu'en 1989, son frère, qui est communiste et qui était resté en Afghanistan, est assassiné. Mais malheureusement, Atik Raimi n'apprendra la mort de son frère qu'un an plus tard. Donc cet auteur a réussi à échapper à un destin dramatique, mais il en est toujours victime en fait, même à des dizaines de milliers de kilomètres, protégé mais pas sauvé, on peut dire. En 2000, il édite donc son premier roman, Terre et cendres, dont on parle aujourd'hui, et il va ensuite l'adapter au cinéma en réalisant son premier long métrage de fiction, qui s'appelle aussi Terre et cendres,
et qui est coécrit avec le cinéaste iranien Kambuzia Partovi. Vous m'excuserez la prononciation des noms qui sera peut-être pas toujours très juste. Et il est présenté, ce film, dans la section Un certain regard du Festival de Cannes en 2004, et où il obtient le prix du regard vers l'avenir. J'aime beaucoup, je trouve que ce nom de prix va bien avec notre saison de l'histoire, et où on plonge dans le passé et puis on nous dit regard vers l'avenir. Je trouve que c'est un beau lien qui se fait. Donc, comme je le disais, on parle de la guerre en Afghanistan. C'est pendant plus de 9 ans que cette guerre va ravager l'Afghanistan. Et du fait de l'implication des États-Unis et de l'URSS dans cette guerre, elle est considérée comme une des dernières crises de la guerre froide, pour contextualiser un petit peu. Atik Raimi, ses œuvres tournent principalement sur le sujet de la guerre dans son pays natal, un peu comme une réminiscence perpétuelle de sa douleur qu'il tente de dissoudre dans l'écriture. Je dis dissoudre, mais il s'agit peut-être plutôt d'une écriture cathartique, un exutoire, un acte salvateur. Nous ne sommes pas sans savoir que tel est le pouvoir de l'écriture, écrire pour libérer, mais aussi écrire pour se remémorer. En m'intéressant à cet auteur, j'ai découvert une citation de lui que je trouve particulièrement sage et humaine, et qui va si bien avec le thème de notre saison 2, donc encore une fois l'histoire, puisqu'il définit ainsi sa croyance religieuse. Je suis bouddhiste parce que j'ai conscience de ma faiblesse. Je suis chrétien parce que j'avoue ma faiblesse. Je suis juif parce que je me moque de ma faiblesse. Je suis musulman parce que je condamne ma faiblesse. Mais je suis athée si Dieu est tout-puissant. Effectivement, ça donne à réfléchir et à concevoir les religions ensemble. C'est ça. Je trouvais que ça apportait vraiment un regard, sur l'humanité, sur toutes ces histoires de religion. Je trouve que ça nous dit regardez l'ensemble, regardez tout ce qui existe et ayez un œil avisé sur chaque détail de ces facettes en fait possibles. Voilà pour ce qui est de Atik Raimi et un petit tour d'horizon sur qui il est, d'où il est. J'aimerais lire le résumé du livre, oui. Donc de Terre et cendres, écrit en 2000 par Atik Raimi. Un pont, une rivière asséchée dans un paysage désolé, la guérite d'un gardien mal luné, une route qui se perd à l'horizon, un marchand qui pense le monde, un vieillard, un petit enfant, et puis l'attente. Rien ne bouge ou presque. Nous sommes en Afghanistan, pendant la guerre contre l'Union soviétique. Le vieil homme va annoncer à son fils qui travaille à la mine qu'au village, tous sont morts sous un bombardement. Il parle, il pense, en faire des souvenirs, des attentes, des remords, des conjectures, des soupçons. C'est une parole nue qui dit la souffrance, la solitude, la peur de n'être pas entendu. Waouh! C'est fort, ça donne envie. Ça, en t'écoutant, la première chose qui me vient en tête, c'est ça comble un manque de ce qu'est les reportages de guerre sur place, où dans les reportages, on n'a pas l'impression que les gens pensent, rient ou vivent, réfléchissent, etc. Ça a l'impression de quelque chose de très mat, très dur, etc. Et assez peu humain. Et là, juste avec ce petit fragment de texte, on se rend compte de l'humanité qu'il y a derrière, malgré la guerre. C'est pour ça que je disais, c'est la petite histoire soumise à la grande histoire. C'est en fait, oui, nous nous souviendrons tristement de la guerre en Afghanistan, mais ayons aussi conscience de toutes ces petites vies qui ont continué après la guerre. Et justement, une des choses que dit souvent le narrateur dans le livre, c'est « Mais pourquoi Dieu m'a laissé vivant, en fait ?» Pourquoi, tous les personnages, il y a presque que des hommes comme personnages dans ce livre, les femmes sont mortes pour la plupart, et tous les hommes se disent entre eux « Mais qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour qu'il nous prévoie ce destin-là de rester vivant ?» Et c'est puissant, en fait, de dire... parce que quand on parle de guerre, on pense aux morts, en fait. On pense à ce qui est détruit, à ce qui est fini, à ce qui n'existera plus. Mais dans tout ce malheur, il y a des gens qui vivent encore et qui portent ça. Et c'est un livre qui, je pense, est fictif, dans le sens où
je ne pense pas que ce soit Atiq Raimi qui soit le narrateur, mais il doit y avoir beaucoup de vrai dans tout ça. Et justement, c'est un livre c'est un court roman de 90 pages qui est vraiment incisif. On parle à la deuxième personne du singulier. Donc, tu te demandes qui peut bien croire une chose pareille. Tu te remets à hurler. Tes paupières se soulèvent. Tu sens ta peau baignée d'une sueur froide. Donc, en fait, on est vraiment dans les pensées du narrateur, où il se parle à lui-même. Et c'est foncièrement et terriblement humain, en fait, comme posture pour le lecteur. Parce que l'âme, elle est complètement brute. Ce sont les pensées d'un homme, entre lui et lui-même. Et tout au long de la lecture, moi, j'avais le cœur qui se transperçait, enfin, qui se laissait transpercer par ces pensées qui sont horribles, en fait, d'un vieillard qui regarde ce qui se passe autour de lui et qui se dit, mais qu'est-ce que je fais là, en fait ? Donc c'est en effet l'histoire d'un vieil homme souffrant, triste, épuisé, et d'un jeune enfant perdu, sourd et hagard. C'est un duo qui semble totalement dissonant et pourtant qui est extrêmement touchant. Donc pour l'expliquer, c'est un grand-père et son petit-fils, qui sont les deux seuls survivants d'un bombardement dans un village. Et en route pour porter la terrible nouvelle au troisième homme de la famille qui a survécu au désastre de la guerre, le vieillard ressasse les images, les sons et les mots imprononçables. On est dans la pensée. Donc, tout le livre, ce sont les pensées du narrateur, du personnage, du vieillard. Et en fait, ce sont que des choses qu'il n'arrive pas à prononcer. Comment dire la mort ? Comment dire la guerre ? Comment dire l'effroi ? C'est presque impossible. Et pourtant, c'est ce qu'il doit faire. Il doit aller dire à son fils que le village a été bombardé. Il doit aller dire à son fils que tout le reste de la famille est mort. Il doit le dire. Mais comment faire ? Pour transmettre un peu cette émotion, Atiq Raimi, il emploie une écriture vraiment vive, sans fioriture. Le lecteur, il est immédiatement plongé dans la brutalité, la mécanique. C'est ça, toutes les pensées qui viennent et qui sont pas du tout traitées. C'est un flot de pensées continu. Et en plus, on voit un vieil homme qui est meurtri de culpabilité, pourquoi lui, en fait. C'est vraiment ce qui reste. Et pourquoi lui est en vie ? C'est ça. Parce qu'il a vu sa femme mourir, il a vu ses belles-filles mourir, il a vu ses fils mourir, ses cousins, ses oncles, tout le monde, sauf justement ce petit-fils qui l'accompagne, dont je vais parler un petit peu plus tard. Pour donner le ton, je vais lire une page du livre. « Voici une semaine que tu n'as pas dormi en paix. Dès que tu fermes les yeux, il y a Mourad et sa mère, il y a Yacine et sa mère, il y a de la poussière et des flammes, des cris et des larmes. Et de nouveau tu te réveilles. Tes yeux brûlent, ils brûlent d'insomnie. Tes yeux ne peuvent plus voir, ils sont usés, épuisés. À force d'épuisement et d'insomnie, tu sombres à chaque instant dans un demi-sommeil. Un demi-sommeil où se bousculent les images, comme si tu ne vivais plus que pour ces souvenirs et ces images. » Effectivement, ça nous fait... C'est vers quel moment du texte ? C'est au début, premier D'accord, tiers. donc donc voilà, ça nous donne un peu ce qu'il nous reste à découvrir dans ce livre. Et effectivement, j'imagine qu'on en sort un peu broyé par toutes ces images assez horribles. Et je voudrais parler maintenant de l'enfant, Yacine. Donc je disais qu'il est sourd. Et en effet, le bombardement fut tel qu'il en rendit sourd ce personnage. Pourtant, dans une poésie dramatique, peut-être un songe enfantin ou une histoire qu'il se raconte pour se rassurer, Yacine n'a pas conscience qu'il est devenu sourd. Les pierres ne font plus de bruit, les lèvres bougent mais ne forment pas de son, la voiture est silencieuse. Cet enfant est plongé dans un monde totalement silencieux, un monde dont le dernier bruit qu'il aura entendu était celui de la mort. Perdre l'ouïe, presque comme perdre son innocence. Perdre l'ouïe peut-être comme perdre le sens de la vie. Naïf, il erre dans le silence en cherchant une logique à ce fond sonore inexistant. Je crois que c'est ce qui m'a le plus bouleversée en fait, cette espèce de métaphore
de la perte du bruit. Et peut-être que la meilleure chose à faire, c'est de lire une prise de parole de ce petit Yacine. Tu reconduis Yacine vers l'échoppe. Mirza Kadir sort et se dirige en riant vers le gardien. Tu reprends ta place contre le pilier en bois et serres la tête de Yacine contre toi. Yacine ne pleure pas, il semble perplexe comme à l'accoutumée. Il demande « Les tanks sont-ils venus ici aussi ?»« Qu'est-ce que j'en sais, reste tranquille. » Vous vous taisez. Vous savez tous deux que ces questions-réponses ne servent à rien. Cependant, Yacine continue. « C'est sûr qu'ils sont venus. Le monsieur de la boutique n'a plus de voix. Le gardien n'a plus de voix. Grand-père, les Russes sont-ils venus prendre les voix de tout le monde ? Que font-ils de toutes ces voix ? Pourquoi les as-tu laissés prendre ta voix ? Sinon, ils t'auraient tué. Bibi n'a pas donné sa voix et elle est morte. Si elle était là, elle m'aurait raconté l'histoire du Baba Cache-Cache. Non. Si elle était là, elle n'aurait pas de voix. C'est vraiment puissant. C'est trop triste. Ouais, et je me souviens quand tu m'en avais parlé il y a quelques semaines et justement de ce passage-là, et c'est quelque chose qui m'a vraiment interloqué, auquel j'ai repensé ensuite, et c'est vraiment très lourd de sens, cette image que l'enfant croit que les Russes viennent piquer les voix des gens. C'est vraiment très beau, et je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu religieux là-dedans. C'est comme aussi... faire serment, après, comme donner son âme au diable, en fait. Oui, tout à fait. Laisse-moi en vie, mais en fait, je te donne ce qu'il y a de plus précieux, la voix, le son, et ceux qui l'ont pas fait sont morts. Ouais. Et à travers ce regard un peu naïf, en quelque part, d'enfant, mais tellement beau, enfin c'est pas du tout à prendre au mauvais sens, cette naïveté-là, elle est tellement poétique et tellement belle, et puis je crois qu'elle révèle aussi de l'horreur humaine, que l'homme peut prendre la voix d'autres hommes et déchirer les vies. C'est ça. Non, c'est vraiment très beau, un très beau passage. J'ai failli choisir ce texte-là pour la dictée. J'en ai choisi un autre qui est un peu plus loin, qui arrive, on va dire, dans le dernier quart de l'histoire. Je voulais juste lire comment on appelle ça ? La dédicace. Ah oui. Qui est toute simple, mais qui en dit long aussi. Donc c'est la dédicace que Atik Raimi fait au début du livre. À mon père, aux autres pères, la guerre a volé leurs larmes. Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Et je vous laisse méditer quelques secondes sur cette dédicace qui est effectivement très belle. Et maintenant, on passe à la première lecture ? Oui. C'est parti. Charmar se tait. Il n'ose peut-être pas insister. Il doit s'imaginer que tu n'as pas envie de parler. Se peut-il que tu n'aies pas envie ? Depuis que le village a été détruit, as-tu eu la moindre occasion de laisser couler tes larmes ? Avec qui as-tu partagé ton chagrin ? Avec qui as-tu porté le deuil ? Chacun était occupé avec ses morts. Ton frère était assis devant un amas de ruines guettant inlassablement une plainte familière. Ton cousin, en pleurs, cherchait en vain dans les décombres un bout d'étoffe, un pan de vêtement pour ensevelir ses morts. Ton beau-frère, couché au flanc d'une vache morte dans l'étable effondrée, têtait son pied rigide et riait aux éclats. Toi, au moins, tu avais Yacine. Certes, il ne pouvait entendre tes pleurs, mais il était le témoin de ton malheur. Avant d'entamer la dictée, petit aparté, tu vois, le mot ensevelir est dans le texte que j'ai choisi et tu l'as mis dans ton haïku. Et ouais, sans que tu me le dises. Ouais. Ouais, tu vois, tu m'as donné les bons mots-clés parce que naturellement j'ai retrouvé ce mot-là et ça fera peut-être partie du titre. Ouais. Mais justement, en fait, je trouvais tout le livre est à lire évidemment, mais ce passage est tellement puissant et ça parle des larmes qui sont aussi dans la dédicace. Ça parle d'ensevelir, que toi tu as remis dans ton haïku sans le savoir. Et ça parle vraiment moi je vois un paysage de tous ces gens qui auraient voulu mourir aussi, en fait, je crois. Et c'est
ça crève le cœur. Ouais, tout à fait. Et tout ça avec une espèce de folie. C'est ça, ouais. Complètement inhumaine. C'est ça. J'espère que vous ne pleurez pas en faisant votre dictée. Je vais commencer la lecture. Ouais, j'attrape mon petit stylo, ma feuille, et me voilà prêt. Le premier mot, c'est un prénom, Charmar, qu'on ne sait pas trop comment prononcer avec Fabien. Donc, je vais l'épeler directement. S-H-A-H-M-A-R-D. Et maintenant, je commence. Chamar se tait. Point. Il n'ose peut-être pas insister. Point. Chamar se tait. Point. Il n'ose peut-être pas insister. Point. Il doit s'imaginer que tu n'as pas envie de parler. Il doit s'imaginer que tu n'as pas envie de parler. Point. Se peut-il que tu n'aies pas envie? Point d'interrogation. Se peut-il que tu n'aies pas envie? Point d'interrogation. Depuis que le village a été détruit, virgule, depuis que le village a été détruit, virgule, as-tu eu la moindre occasion as-tu eu la moindre occasion de laisser couler tes larmes? Point d'interrogation. De laisser couler tes larmes. Point d'interrogation. Avec qui as-tu partagé ton chagrin? Point d'interrogation. Avec qui as-tu porté le deuil? Point d'interrogation. Avec qui as-tu partagé ton chagrin? Point d'interrogation. Avec qui as-tu porté le deuil? Point d'interrogation. Chacun était occupé avec ses morts. Point. Chacun était occupé avec ses morts. Point. Ton frère était assis devant un amas de ruines, virgule. Ton frère était assis devant un amas de ruines, virgule, guettant inlassablement une plainte familière. Point. Une plainte familière. Point. Ton cousin, virgule, en pleurs, virgule. Cherchait en vain dans les décombres ton cousin, virgule, en pleurs, virgule, cherchait en vain dans les décombres un bout d'étoffe, virgule, un pan de vêtement, virgule, pour ensevelir ses morts. Point.
un bout d'étoffe, virgule, un pan de vêtements, virgule, pour ensevelir ses morts. Point. Ton beau-frère, virgule, couché au flanc d'une vache morte, ton beau-frère, virgule, couché au flanc d'une vache morte dans l'étable effondrée, virgule, t'étais son pied rigide, t'étais son pied rigide et riait aux éclats. Point de suspension. Toi au moins, virgule, tu avais Yacine. Point. Toi au moins, virgule, tu avais Yacine. Point. Certes, il ne pouvait entendre tes pleurs, virgule. Certes, il ne pouvait entendre tes pleurs, virgule. Mais il était témoin de ton malheur. Mais il était témoin de ton malheur. Point final. Merci. Tu disais avant, c'est une longue dictée, mais je sais pas, ça roule tout seul, Ouais. quoi. Le temps passe vite, les mots s'enchaînent Très bien. simplement. Simplement, il y a quand même quelques petits moments où j'ai hésité, mais J'ai vu ta tête. c'est vrai, oui. Mais c'est ce que je me disais, on en parlera pour la correction. Je crois pas qu'il y ait des mots très compliqués, Non, mais c'est plein de petits détails parce que c'est des mots qu'on n'écrit pas souvent, j'ai Ouais. l'impression. tout à fait. Il y en a quelques-uns, Ouais. voilà. Enfin, on en parlera Ouais. après. Je fais la dernière lecture. Mhm. Chamard se tait. Il n'ose peut-être pas insister. Il doit s'imaginer que tu n'as pas envie de parler. Se peut-il que tu n'aies pas envie ? Depuis que le village a été détruit, as-tu eu la moindre occasion de laisser couler tes larmes ? Avec qui as-tu partagé ton chagrin ? Avec qui as-tu porté le deuil ? Chacun était occupé avec ses morts. Ton frère était assis devant un amas de ruines, guettant inlassablement une plainte familière. Ton cousin, en pleurs, cherchait en vain dans les décombres un bout d'étoffe, un pan de vêtements pour ensevelir ses morts. Ton beau-frère, couché au flanc d'une vache morte dans l'étable effondrée, tétait son pied rigide et riait aux éclats. Toi au moins, tu avais Yacine. Certes, il ne pouvait entendre tes pleurs, mais il était témoin de ton malheur. Je crois qu'à chaque fois qu'on lit ce passage, à chaque fois, il y a cette émotion qui revient de... Ouais, c'est vraiment horrible, la guerre, quoi. Bah, merci beaucoup, De Clémence, rien, pour avec déjà, plaisir. pour le choix, pour la lecture, la dictée, un peu tout, quoi, sur cette émission. Je rappelle, on est dans la saison 2, conjuguer les plaisirs de l'histoire, et on est en plein dedans. Et maintenant, tu vas nous donner les quelques petites... on va parler d'orthographe, Oui. de grammaire, les petits points que tu as pu noter. Est-ce que je peux d'abord te donner Oui. les mots sur lesquels j'ai hésité ? Vas-y. Comme tu disais précédemment, il y a des mots qu'on n'utilise pas énormément, et le premier qui me vient en tête, c'est le pis des vaches. Alors je te dis comment je l'ai écrit. PIS,
C'est ça. C'est comme ça, Oui. mais j'ai quand même pas mal hésité. Je me dis, bon, un pi, tu vois, j'avais pas la structure auquel me rattacher ou le langage autour de ce mot. Eh bien, c'est une théorie de ma part, mais quand j'ai vu en effet qu'on écrivait pi comme ça, je me suis dit, ben oui, c'est un S, puisqu'on dit pisser. Ah ouais, je serais pas allé chercher là-dedans, mais effectivement. Ouais. Voilà, je me suis dit PIS parce que si ça se transformait en verbe, ce serait pisser. Ah voilà. oui. Donc c'est comme ça que je le retiens maintenant. D'accord, ouais. Bah, très beau mot technique. Je sais pas si c'est ça ou pas, hein, mais en tout cas c'est comme ça que moi ça me reste en tête. Donc oui, il y avait le mot pi, je me disais que c'était un mot qui pouvait un peu poser des questions. PIS. Est-ce qu'il y en a eu d'autres que tu as vu Bah, il y en a une autre, c'est le flanc, couché au flanc. C'est sur la terminaison. J'ai pas osé en mettre FLAN, mais je me suis quand même beaucoup questionné sur cette terminaison. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose ou pas dans ce mot. Eh ben, il y a un C à la fin. FLANC. D'accord. Et je vais réutiliser la même chose, mais cette fois-ci, je sais que c'est ça. Il y a un C, et tu peux t'en souvenir parce que le verbe qui se rapporte à cette partie-là du corps, c'est flancher. Tomber sur son flanc. D'accord. Donc, oui, on flanche. On flanche. D'accord. Voilà. Super. FLANC. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voyais c'est les deux seuls que j'avais notés. Non, ensuite, ça va à peu près. Enfin, j'ai certainement fait des petites fautes, mais pas de mots qui m'ont questionné plus que ça. Très bien. Est-ce que sur la phrase « Se peut-il que tu n'aies pas envie ?» comment as-tu écrit « n'ait » Se peut-il N'-AIS Non A-I-E-S. Ah, c'est le conditionnel Ouais. C'est ça. Et ouais. A-I-E-S du verbe avoir, enfin conditionnel présent du verbe avoir. Oui, c'est ça. Et ensuite, moi, il y avait le mot « un amas de ruines », enfin ce groupe de mots, parce que, moi, le mot « amas », je l'aurais pas écrit comme ça. Enfin, pourtant, c'est pas la première fois que je le vois, mais souvent, je me pose la question, je sais pas pourquoi j'y vois un H. Ah, oui. Attends, rappelle-moi, j'arrive pas à le retrouver. Ton frère était assis devant un amas de ruines. Ouais, d'accord. Amas, c'est A-M-A-S. Ouais. Et moi, je sais pas pourquoi, je mettrais un H à chaque fois. Donc, je le dis pour les auditeurs et auditrices qui, peut-être comme moi, mettraient un H. Je crois que c'est le plus important. Et bah, du coup, est-ce qu'on peut rester sur amas de ruines ? Moi, j'ai mis les ruines au pluriel. Oui. C'est bien juste. C'est ça. Okay. Ouais. C'est exactement ça. Et oui, dernière chose, en fait, il y avait 2 prénoms dans ce texte. Donc, le premier qu'on a épelé et Yacine, qui de toute façon ne compterait pas comme une faute, je pense, dans une dictée, si elle devait être notée. Pour votre curiosité, c'est donc Y-A-S-S-I-N. Et oui. Voilà. Et pas mettre de E, même si on en a mis, c'est pas bien grave. Voilà. Ok. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Et puis, comme d'habitude, vous retrouverez tous les textes des dictées sur le site de Décibel FM, de La Voyelle Bleue et sur le Facebook de Conjuguer les plaisirs. Voilà, à la fin de la saison. Un peu de patience. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette émission, mais avant de se quitter, on vous rappelle un petit peu les choses qu'on vous dit plus ou moins à chaque fois. Où est-ce qu'on peut retrouver les émissions ? Eh bien, on retrouve les émissions sur Décibel FM, donc pour ceux qui sont de la région du Nord du Lot et Sud-Corrèze, les jeudis soirs, 1 semaine sur 2, et le samedi qui suit. On retrouve notre émission sur SoundCloud, Spotify, YouTube. Vous la retrouverez également sur le site de La Voyelle Bleue dans l'onglet podcast. Et nous la partageons ensuite sur Facebook. Et nous vous invitons grandement à partager également les épisodes qui vous ont plu, puisque la lecture, c'est un plaisir qui se partage. Ça nous aide aussi de notre côté. Si vous avez des retours à nous faire, des conseils de lecture à faire, n'hésitez pas. Nous allons bientôt, soyez patients, mais bientôt vous donner la parole aussi sur des conseils de lecture que nous pourrons traiter dans nos épisodes de Conjuguer les plaisirs.
Voilà. Et voilà, et maintenant il me reste à bosser pour le prochain épisode. Exactement. Ce sera moi qui vous présentera une dictée, et il y a de grandes chances qu'on parte au soleil dans l'Antiquité. Super. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire pour l'heure. Clémence, merci beaucoup pour cette émission. On se retrouve bien vite dans Conjuguer les plaisirs. À bientôt. À bientôt. Conjuguer les plaisirs. Wow. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue.